Bienvenue dans le latte à voix, un moment suspendu, une bulle d'intimité, comme un petit café qu'on partage pour parler de nos prises de conscience. Je suis Mariam Santi, coach et mentor en exploration de l'être par le corps, par les émotions, par ce qui vibre dedans. Le latte à voix, c'est un podcast pour les êtres sensibles, puissants et traversés, pour celles et ceux qui veulent vivre avec plus de vérité, de liberté et surtout d'amour. Alors prends ton latte, ton cacao, ton thé et installe-toi, on commence. J'ai eu envie d'enregistrer ce latte après les nombreux messages que j'ai reçus suite à la méditation Je ne quitterai plus. Et très honnêtement, j'ai été super touchée de voir à quel point cette thématique vous avait parlé, remué, réveillé. Voilà, ça a été une super belle prise de conscience aussi pour moi, de voir que ce sujet en fait était si fort pour vous. Donc merci de me l'avoir témoigné, merci d'avoir commenté, parce que c'est aussi ça qui m'inspire à créer. Vos mots sont vraiment des guidances pour moi et vos retours me montrent que ça résonne. Donc c'est pour ça, chaque fois que vous commentez, c'est ok, ça veut dire que j'ai tapé dans le mille, il y a quelque chose qui se passe pour eux, donc ça me donne envie en fait de continuer et plus vous me partagez ce que vous traversez, plus je peux mettre ma voix, ma vision, mon aide au service de ce qui cherche à s'ouvrir. Donc c'est pour ça aussi que, et c'était pas prévu, mais que j'ai eu envie d'aborder ce thème plus en profondeur. Et parce qu'en plus dans le précédent latte, je me suis beaucoup dévoilée. C'était essentiellement, pas que, mais en tout cas c'était un des messages, c'était pour vous montrer que la honte peut couper des autres et que tout l'enjeu c'était de rester relié à soi, de garder le cœur ouvert. Et ce cœur ouvert déjà à soi, pour soi, et puis après par extension évidemment pour les autres. Et aujourd'hui, j'aimerais t'emmener un peu plus loin parce que se quitter, entre guillemets, c'est pas juste un concept spirituel ou psychologique. En fait, je l'ai posté sur Insta, j'ai fait un petit carrousel sur le sujet, mais c'est un geste qu'on fait parfois, plusieurs fois par jour. Et c'est un réflexe, on s'en rend pas toujours compte, mais c'est une déconnexion qui est douce parce qu'elle est presque invisible, mais qui finit par créer du vide à l'intérieur de soi. Et pour ça, en fait, je vais partir d'une analogie qui est simple, celle qu'on connaît bien, c'est celle du couple. En gros, dans un couple, quand on se quitte, c'est qu'on n'est plus en phase. Ça, c'est assez facile à apercevoir. Peu importe les raisons, hein, souvent ce qui s'éloigne en premier, de ce que j'ai constaté, c'est l'intimité. On partage de moins en moins, et je ne parle pas de sexualité, hein. Je parle vraiment du partage de ses peurs, de ses doutes, de ses émotions brutes, mais ça peut aussi être du manque de tendresse, du manque d'attention, du manque de soins. En fait, j'ai cette notion de team en couple, et là c'est l'idée de ne plus faire team. Et parfois en fait on se raconte même plus, ou on se raconte mais on s'écoute plus vraiment, on se regarde plus trop, et en fait c'est la même chose avec soi. On se quitte parce qu'on n'est plus intime avec soi-même. On se parle plus vraiment gentiment, ou si on l'a déjà fait, parfois c'est même pas on se quitte, on s'est jamais rencontré d'ailleurs. Mais ça va être, on se demande plus comment on va, on se juge, on se pousse, on se tait, on prend des décisions qui sont contre soi, comme on prendrait des décisions sans consulter son partenaire. On se quitte aussi, donc soi, parce qu'on se fait plus confiance pour prendre soin de soi, pour s'écouter, pour se protéger avec bienveillance. Même si sur la notion de protection, je reviendrai dessus, je pense sur un autre latte et sur tout ce qui est en lien avec l'hypersensibilité, parce que, bref, moi je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus besoin de se protéger quand on s'habitait pleinement. Mais voilà, mais ça, c'est plus parlant de vous parler de protection là tout de suite avant que je développe sur cette notion. Mais paradoxalement, on fait souvent tout ça pour pas perdre les autres et on se sacrifie un peu, on s'ajuste, on se coupe par réflexe, par peur, par loyauté, et en fait je me dis que si cette méditation a autant touché, la méditation je ne me quitterai plus, c'est que y a besoin de comprendre un mécanisme inconscient. Donc de comprendre en fait ce geste qu'on répète sans le voir et qui vient, je crois, d'un conditionnement relationnel profond. Donc c'est un conditionnement qu'on peut observer, notamment, et je suis tombée là-dessus il n'y a pas très longtemps, et c'est aussi ça qui m'a donné envie de l'ajouter dans cet épisode. C'est une expérience que je ne connaissais pas, mais qui est visiblement célèbre, de psychologie comportementale, qui s'appelle la boîte de Skinner. Mais avant de t'en parler, parce que c'est... moi ça m'a bien remué quand j'ai découvert ce concept. Prends déjà une respiration.
parce que c'est un gros sujet qu'on ouvre. Tu peux poser une main sur ton cœur si tu veux. Tu peux même mettre pause et aller voilà, je sais que dans l'intro, dans mon jingle, entre guillemets, je dis d'aller prendre sa petite tisane, son petit latte, etc. Mais peut-être que là, si tu l'as pas fait, c'est le bon moment de te prendre une petite boisson chaude. Mais vraiment là, l'intention de cet épisode, c'est je ne me quitterai plus, même si je ne sais pas encore comment rester. Donc, cette fameuse boîte de Skinner, c'est en gros quand le conditionnement nous pousse à nous quitter. Donc, tu le vois peut-être que ça fait partie de ton environnement, peut-être pas du tout, mais en tout cas moi, parce que je suis très intéressée par tous ces sujets, donc je vois beaucoup parler de tout ce qui est blessures d'attachement, de trauma, et donc on en parle, et c'est vrai que parfois on ne se reconnaît pas dans tout ça, enfin, même si je pense que, allez, une grosse partie de la population pourrait se reconnaître avec des exemples qui sont concrets. Mais voilà, peut-être que tu te sens très éloigné de ça. Et en fait, c'est pour ça que là, j'avais envie de te parler de cette boîte de Skinner, parce que ça nous montre que parfois, c'est des conditionnements tout simples qui nous font nous quitter, et que c'est des apprentissages subtils, mais qui sont hyper puissants. Donc cette expérience, en fait, elle vient de la psychologie comportementale, et franchement, elle a beaucoup à voir avec toi, moi, nos relations. Et dans cette expérience, en fait, on place un petit animal, c'est souvent un pigeon, dans une boîte. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à cette expression, se faire pigeonner ou recevoir des miettes. Tu comprendras par la suite, voilà, c'est peut-être de là que viennent ces deux expressions. En fait, à l'intérieur de cette boîte, où il y a le pigeon, il y a un levier. Et quand le pigeon appuie sur le levier, il reçoit une récompense. Donc généralement, c'est de la nourriture type des graines. Au départ, ça fonctionne. Le pigeon appuie, il reçoit sa récompense, il recommence, il reçoit une récompense, il recommence à appuyer, il reçoit une récompense. Donc c'est simple, clair, prévisible. Mais un jour, le système change. Le levier ne donne plus toujours une récompense, parfois oui, parfois non, et on rentre dans une forme d'incertitude parce que parfois il n'y a aussi aucune récompense pendant plusieurs temps. Donc là, on rentre vraiment dans cette incertitude, dans quelque chose qui va venir stresser finalement le mental et le corps. Donc là, ce qui se passe, c'est que dans cette expérience, quelque chose d'étrange arrive, c'est qu'au lieu de se décourager, en fait, le pigeon devient accro au levier. Et là, on peut le voir même dans les casinos, c'est un peu mettre un humain dans une boîte, donc dans un casino, avec un levier sur lequel appuyer, donc tu vois la machine à sous, et puis attendre la récompense. Et puis parfois il y a des petites pièces qui tombent, parfois il n'y a rien, parfois il y a des mecs qui se donnent des tips, attends, vas-y au bout, laisse la personne jouer, et quand elle aura été sur 5000 tentatives, tu verras, ce sera le bon moment pour toi. Et puis en fait, au bout de 5000 tentatives, le mec prend la place de l'autre et finalement rien ne se passe, il n'a pas la récompense, parfois si, et donc voilà, ça joue sur ce système encore une fois, d'incertitude. Donc on est parfois des bons petits pigeons. Donc voilà, donc en fait il y a vraiment cette idée de plus on appuie, donc là c'est le pigeon, il appuie encore plus fort, mais l'humain aussi dans son casino, plus il se dit c'est arrivé une fois, donc ça peut marcher encore. Et donc ça, c'est le système aussi de gain, donc de récompense. J'ai gagné une fois au casino, donc du coup, je retente parce qu'il y a une chance de pouvoir gagner encore. Donc c'est comme ça que les comportements un peu addictifs se mettent en place. Donc pas pour tout, hein, mais c'est un des renforcements en fait de comportements addictifs, et on appelle ça le renforcement intermittent. Donc le cerveau devient accro à l'incertitude parce que en fait la récompense, donc tu l'as vu, elle est aléatoire, et le manque active plus fort le besoin. Donc maintenant, si on regarde ça dans nos relations humaines, quand on reçoit de l'amour de manière instable, quand on a grandi dans un environnement où la tendresse, la présence, l'écoute étaient inconstantes. Donc, par exemple, quand on est enfant et que certains jours on est félicité parce qu'on a une bonne note, parce qu'on a fait rire la famille, parce qu'on se tient bien à table, parce qu'on aide à mettre la table, parce qu'on ne fait pas de vagues, parce qu'on est sage, etc. Et que d'autres jours, en fait, on va être ignoré quand on pleure, ou on se fait gronder quand on est trop enthousiaste.
Ça arrive aussi, hein. Quand on se fait rabaisser, quand on est trop sensible par exemple, parce que je sais qu'il y a beaucoup de sensibles qui écoutent, quand on est renvoyé dans sa chambre, quand on pose trop de questions, bref, il y a pas mal d'exemples comme ça qui peut-être te parlent. Euh, mais voilà, quand l'amour en fait est distribué à la condition d'être sage, utile, performant. Et, euh, et donc du coup, il y a ces phrases hein, qui reviennent souvent, le sois sage, et puis du coup les parents sont super contents et on associe le fait d'être sage à pouvoir recevoir de l'amour. Donc en fait là, c'est pas un accueil de soi qui est stable, c'est un accueil qui est conditionné. Et par exemple en couple, on peut vivre pardon, la même chose aussi. Donc un partenaire qui va être ou une partenaire, hein, peu importe, qui est hyper présent, attentif, tactile certains jours, et puis d'autres jours, super distant, froid, fuyant, parfois peut-être même méprisant. Ça peut être aussi, je te dis je t'aime un soir, et puis après, ghosting, donc du silence pendant 3 jours, euh, ou des moments de fusion, et après, en fait, des critiques cinglantes au moindre élan de vulnérabilité. Et il y a vraiment ce truc où on ne sait plus trop sur quel pied danser, et on ne sait jamais vraiment sur quel terrain on est. Donc, il y a ce truc de je ne sais pas si je peux m'ouvrir ou si je dois me protéger. Donc en fait, le système nerveux autonome, il se met à l'affût. Donc il est hyper vigilant, il est toujours prêt à bien faire entre guillemets pour garder l'amour. Autre exemple, au travail. Quand tu as un boss qui te félicite à fond un jour, qui te donne de la visibilité, qui te met en avant, qui dit que tu es brillante et qui la semaine d'après te calcule plus, ou critique ton mail, ou t'humilie en réunion devant tout le monde. Bah, c'est pareil. En fait, il y a une forme de présence qui est incertaine, il y a une reconnaissance qui est bancale et qui pousse à redoubler d'efforts et à chercher en fait constamment la validation extérieure. Donc à se modeler, à se diminuer, à devancer les besoins et finalement à se quitter. Donc on fait comme le pigeon. On appuie encore et encore, on reste, on donne plus, on s'adapte, on se plie et on se quitte, soit pour rester en lien avec l'autre. Et ça crée un mécanisme qui est je dois faire un peu plus pour être aimée, je dois être plus douce, plus sage, moins dérangeante, je dois me mériter. Et ce levier qu'on active, en fait, c'est pas un bouton en plastique, c'est notre cœur. Euh, Tout simplement. En fait, ce que ça crée dans le corps, c'est que plaire devient une stratégie de survie. Donc, quand l'amour et la reconnaissance sont instables, quand ils ne sont pas inconditionnels, mais conditionnés, en fait, le corps apprend. Il s'adapte, il enregistre. Et souvent, il développe un réflexe très puissant, plaire pour ne pas être rejeté. Donc, c'est vraiment ce truc, c'est une stratégie qui devient, comme je te disais juste avant, en fait, un réflexe de survie. Et c'est ce qu'on appelle la réponse faune. Donc, c'est une réponse du système nerveux qui est. Donc, c'est ni le combat, ni la fuite, ni la sidération, mais c'est la soumission. Donc, ça peut être une soumission douce aussi, hein, c'est pas forcément des trucs extrêmement violents, hein, mais ça va être un automatisme du style je vais faire ce qu'il faut pour rester en lien, même si ça veut dire me quitter un peu en chemin. Et ça peut prendre 1000 formes, et des formes qu'on croit normales, mais qui nous coûtent. Donc je te donne d'autres exemples. Donc enfant, encore une fois, tu fais faune quand tu fais semblant que tout va bien parce que en fait tu vois que tes parents sont épuisés ou que ils n'arrêtent pas de s'engueuler et du coup tu préfères ne pas rajouter une charge supplémentaire à leurs problèmes. Quand tu deviens justement sage entre guillemets pour éviter qu'on se fâche ou quand tu souris au repas alors que quelque chose t'a blessé dans la journée. Euh, Quand tu arrêtes de poser des questions parce que on t'a dit que tu étais trop intense, trop curieuse, trop tout. Donc du coup, bon, tu peux te rebeller, mais tu peux aussi devenir l'enfant modèle. Donc l'enfant simple, l'enfant qui dérange pas. Euh, et en fait, là, c'est un apprentissage de se quitter doucement. C'est une petite trahison qui devient une grande trahison par la suite de soi à soi. En couple, ça va être quand voilà, il y a eu des mots qui ont été dits et que bah, tu vas pas dire que tu es blessé parce que tu veux pas faire d'histoire. Ou quand tu minimises ce que tu ressens pour que l'autre ne parte pas. Ou quand tu changes ton ton, ton énergie, tes besoins, pour que l'autre en fait reste de bonne humeur. Euh, Ça, je l'avais mis aussi dans le carrousel là sur Insta, mais quand tu acceptes aussi une sexualité que tu désires pas, pour éviter une dispute.
ou quand tu t'excuses d'avoir été trop sensible, trop exigeante, trop intense. Donc petit à petit, tu deviens juste la version aimée de toi-même, mais pas forcément la version que toi tu aimes, et surtout pas la vraie version de toi-même. Autre exemple, au travail, quand tu dis oui à des réunions qui te surchargent, alors que tu as besoin de souffler, ou que tu as juste besoin de rentrer chez toi parce qu'il est 20h et qu'il est déjà super tard et que tu as déjà fait une énorme journée. Euh, et là, c'est en fait pour prouver ta valeur. Alors que parfois, personne n'exige. Et moi, je me suis rendu compte quand je bossais en entreprise il y a des années, je faisais ça. Je faisais vraiment ce truc où je restais, je sais pas pourquoi, enfin si pour prouver ma valeur, pour prouver que j'étais une bonne recrue, un peu le syndrome de la bonne élève, alors que personne ne me demandait de rester jusqu'à 20h, alors que j'avais 1h30 de transport après. Ça va être quand tu acceptes des critiques aussi injustes, sans rien dire, ou quand tu t'excuses d'exister, quand on tient pas du tout compte de ta charge mentale, de ton énergie, de ton cycle. Et même s'il y a de plus en plus de boîtes qui prennent en considération le cycle aussi mensuel, parce que l'air de rien, et je sais que ça plaît pas à beaucoup que je dise ça, mais c'est pas grave, on n'est pas égaux dans la physiologie, donc c'est pas grave en fait. On peut demander les mêmes droits, mais juste être en conscience que en fait on a des hormones différentes, que notre corps ne fonctionne pas pareil et que on n'est juste pas pareil qu'un mec quoi. Donc c'est aussi de pouvoir cesser de s'excuser d'exister en tant que meuf aussi. Et quand tu adaptes aussi ton langage, ta posture, ton style pour coller au moule d'une entreprise, ou et ça, c'est une discussion que j'avais eue avec une copine qui comprenait pas ma vision où je disais, je préfère, moi, être dans une entreprise, enfin, même si je bosse pas en entreprise, mais quand je bossais en entreprise, je préfère être dans une entreprise où on valorisait la personnalité et on valorisait la personnalité aussi par les habits, par le style, etc. Parce que l'autre avait envie de montrer de son intérieur vers l'extérieur. Et cette amie me disait que non, enfin, c'était important d'être en costard-cravate, etc. Et c'est vrai que moi, ça me dérange. Je comprends que ça fasse sérieux, etc. Mais moi, ça me dérange parce que ça met les gens dans un moule. Et bon, je trouve ça intéressant aussi d'amener de la créativité dans ce qu'on montre au monde à travers les associations de ses habits, les choix vestimentaires, etc. Je trouve que c'est intéressant et que ça met un peu plus de diversité aussi. Et je trouve qu'on en manque cruellement. Donc bon, voilà. Euh, Petit aparté. Voilà. Mais en tout cas, il y a cette croyance que le lien dépend de l'adaptation. Et en amitié aussi, tu peux faire faune. Euh, donc là, ça va être quand tu écoutes toujours les autres et que personne te demande comment toi tu vas, ou quand t'offres ta présence, ta disponibilité, t'es tout le temps disponible, t'es tout le temps OP, ta générosité, même quand t'es à bout, alors qu'en fait t'as juste envie de rester chez toi et que t'as envie de te regarder une petite série ou de lire un bouquin, et, et que tu te conformes aux envies et aux besoins des autres, ou quand tu ris à des blagues qui t'ont blessé. Et ça va être, par exemple, surtout enfin, des blagues qui vont être des blagues sur toi parfois. Et en fait, tu ris de ça, peut-être parce que bah ouais, t'as peur de perdre le lien avec l'autre, mais voilà, en gros, là, t'acceptes d'être humilié et t'acceptes l'humiliation. Euh, Enfin, voilà, c'est dans le respect qui t'est offert, c'est hyper violent en fait pour soi, dans ce truc de j'accepte que quelqu'un m'humilie, même sur le ton de l'humour, et on peut avoir ce truc de mais non, mais il rigolait, etc. Ouais, mais ça t'a blessé ou pas? Et en fait, c'est ça qui est important. C'est pas de se dire ok, l'autre rigole, mais en fait, à un moment, c'est important de poser une limite aussi et de dire ça, c'est pas acceptable pour moi. Et c'est toutes ces petites choses en fait qui montrent que euh, en fait, on quitte ses propres valeurs, on quitte ses propres piliers, on quitte ses propres fondations, ses fondations entre guillemets morales et éthiques. Donc, à force de faire tout ça, en fait, le corps il se désynchronise. Donc, ça va passer par des tensions chroniques, des maladies aussi inflammatoires, de la fatigue inexpliquée, des montées d'anxiété entre guillemets sans raison, et aussi le sentiment flou de plus savoir qui on est ou ce qu'on veut. Parce qu'en fait, on est toujours en train de vérifier
est-ce que ça va, est-ce que je suis ok, est-ce que je suis aimable, est-ce que je suis légitime. Et en fait, on perd une énergie dingue à faire ça. Et ce qui est terrible avec le faune, c'est que d'une certaine manière, je trouve, qu'il est socialement valorisé. Dans le sens où on te trouve douce, donc c'est chouette, disponible, souple, parce que j'ai douce, évidemment c'est un truc, hein, parce que c'est un vrai truc qui vient à chaque fois. Ah, t'es tellement douce. Et en fait, ça fait tellement partie des, entre guillemets, attentes du féminin, que du coup c'est extrêmement valorisé, alors qu'en fait on peut être douce et aussi savoir poser ses limites. Enfin, les deux ne sont pas antinomiques. Et on peut être douce envers soi en posant des limites aux autres et qu'ils ne nous trouvent pas douces parce qu'on pose des limites. Et voilà, ce qui est socialement valorisé aussi, c'est cette pleine empathie, d'être toujours dans cette compréhension de l'autre, toujours avec cette envie d'aider les autres, etc. Alors qu'en fait, à l'intérieur, tout est contenu. Et il y a une idée de faire la paix à l'extérieur, alors qu'en fait, à l'intérieur, il y a une espèce de petite guerre qui se mène. Et parfois, c'est des guerres qui sont sourdes. Voilà, c'est des trucs qu'on met sous le tapis. Mais il y a ce truc de, en fait, on se rend pas compte qu'on s'éteint en souriant, en s'adaptant, en rassurant tout le monde, sauf soi. Et parfois, ce qu'on essaye de sauver, souvent, hein, c'est le lien, mais ça peut être aussi le groupe, ça peut être aussi le regard de l'autre sur soi. Et parfois, parce que c'est pas toujours l'autre qui nous met en position de faune, parfois nous aussi, on peut se mettre en position de faire faune. L'autre, ce qui me fait rire, c'est de faire cette espèce d'anglicisme qui veut rien dire. Mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous comprenez. Mais c'est le faune de ne pas rester enfermant en soi, parce qu'en fait, ça déborde. Et en gros, c'est quand on donne trop, quand on a trop contenu, quand on a trop étouffé ses besoins, on se met à vouloir que l'autre nous rassure, nous répare, nous stabilise. Et là, on fait ce qu'on redoute le plus, on essaye de modeler l'autre. Donc on lui demande d'être plus présent, de parler autrement, de nous répondre plus vite, de répondre plus vite à nos messages, de ne jamais nous faire douter, de ne jamais s'éloigner. Et en fait, on va commencer à mettre des attentes démesurées sur le lien, parce qu'on a tellement désinvesti notre centre qu'on attend que l'autre nous tienne à sa place. Donc dans cette panique d'être quitté, on peut devenir contrôlante, exigeante, rigide, et on va vouloir que l'autre comble un vide qu'on a creusé toute seule en se quittant nous-mêmes. Et c'est là que le faune, il change de forme. Parce que c'est plus juste je me plie pour te garder, c'est je veux que tu deviennes celui ou celle qui m'empêche de me perdre à nouveau. Mais personne ne peut tenir ce rôle. Et surtout, en fait, c'est pas au lien de nous ramener à nous, c'est à nous de refaire le chemin. Donc comment on revient à soi ? Parce que revenir à soi, c'est pas un grand événement, hein. C'est pas un matin, tu te réveilles et tu dis hey, trop bien, je suis revenu à la maison, je suis revenu en moi. Non, en fait, c'est un tissage. C'est une série de petits actes presque invisibles qui, mis bout à bout, disent je suis là pour moi. Et surtout, ce que je crois, c'est que c'est un désapprentissage. Donc c'est la première étape, c'est d'apprendre, désapprendre à se suradapter, désapprendre à se justifier, désapprendre à chercher le signal de sécurité ailleurs que dans son corps. Donc comment on revient ? Donc ce que je te disais, par des micro-gestes, mais ça va être par des moments où tu choisis d'être du bon côté de toi-même. Donc ça va être par exemple, tu reviens à toi quand tu sens que tu veux dire oui, mais que tu prends quand même 3 secondes de plus pour sentir si c'est vraiment juste, si c'est vraiment ce que tu veux. Même si en face, l'autre attend une réponse. C'est pas grave en fait, l'autre peut attendre. Enfin, on n'est pas sur des attentes démesurées. Donc ça va, c'est de pouvoir dire, ok, je me pose avec mon ressenti, je check si c'est un vrai oui ou si c'est un oui de pression. Si tu reviens à toi aussi quand tu sens que tu as une montée de larmes et que tu la retiens pas, en fait tu la laisses venir, tu laisses l'émotion être. Et je sais que c'est inconfortable et que parfois on n'a pas envie de se montrer en train de pleurer parce qu'on dit ah je vais être faible en me montrant en larmes. Mais non, en fait, on est juste en train de se montrer vrai, on est juste en train de montrer qu'on est humaine et qu'on a des émotions et que parfois, en fait, il y a certains comportements qui génèrent des émotions. Ça ne veut pas dire que l'autre est responsable de son émotion. Mais par contre, ce qui a été vécu dans l'espace relationnel a généré une ouverture émotionnelle en soi. Voilà.
Mais peut-être que je reviendrai sur ce truc de responsabilité aussi, parce que c'est un gros sujet, enfin c'est une grosse thématique. Mais tu reviens aussi à toi quand tu choisis de ne pas répondre tout de suite à un message, parce que t'as pas envie en fait. Et il y a ce truc parfois où on est, ben, en fait on est tout le temps avec les téléphones portables, c'est quand même un truc de dingue, qu'il n'y avait pas avant, c'est la version old school avec les téléphones fixes. C'est-à-dire que quand on n'était pas là, on n'était pas là. Quand on n'était pas dispo, on n'était pas dispo. Et ça créait moins d'angoisse aussi chez l'autre quand on ne répondait pas. Que là, quand on ne répond pas à un message, il peut y avoir toute une prise de tête, une montée d'angoisse, aussi une exigence de mais comment ça, l'autre ne me répond pas tout de suite, etc. Bon, là en fait, c'est juste de se dire je ne suis pas obligée de céder à cette pression du téléphone portable. Voilà, de l'exigence de la réponse immédiate du téléphone portable quand je sens que c'est pas juste pour moi, quoi. Et il y a aussi, tu reviens à toi quand tu dis à une amie, je t'écoute avec plaisir, mais là en fait là c'est pas le moment. Là j'ai besoin de calme, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de faire tel truc, j'ai besoin de me libérer aussi de tel truc s'il y a une petite charge mentale et qu'il y a besoin de faire quelque chose avant. On n'est pas dispo 24 sur 24 en fait. Ça c'est important aussi de pouvoir remettre aussi des limites douces aussi à ce niveau-là. Et voilà, et qu'on ne se justifie pas dans la pose de limite. Et c'est aussi euh, s'autoriser à dire que, que quelque chose, en fait, par exemple, te fait pas du bien, ou que t'aimes pas telle ou telle situation, ou que t'aimes pas tel ou tel comportement, ou voilà, même si tu crains de décevoir. Donc c'est de pouvoir être dans ce truc de pas chercher à, à faire plaisir à l'autre. Voilà, c'est ça, de faire plaisir à l'autre. Ou euh, quand tu te rends visible dans ton élan, dans ta tristesse, dans ton chaos, sans maquiller ce que tu ressens. Donc là, tu reviens à toi quand tu es dans cette authenticité d'être et que tu es juste, ouais, que t'es juste toi, quoi. Donc tu reviens à toi quand tu réhabites ton corps aussi. Donc tu vois, si on va dans quelque chose de plus corporel, quand tu reviens, même 5 minutes par jour, même juste 5 minutes par jour, quand tu marches en conscience, quand tu n'es pas avec ton téléphone ou pas en train d'écouter un podcast en marchant, quand tu regardes ce qui se passe autour de toi, quand tu prends le temps de respirer en marchant, mais quand tu te masses aussi, quand tu touches ton corps, ou quand tu te dis juste à voix basse, je suis là avec toi quand il s'est passé un truc relationnellement un peu difficile, de pouvoir se dire ok, je m'abandonne pas, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là avec moi, je suis là avec moi. Donc c'est des choses très simples, euh, des choses très simples. Et plus largement, ça va être plus largement et concrètement, ça va être aussi refuser les ça va de surface parce que ça fait partie de la culture de dire eh ça va, bah oui moi aussi ça va, alors qu'en fait au fond t'es au fond du trou, quoi. C'est aussi de refuser ces types de formes de politesse. C'est choisir aussi des relations où tu dois pas te couper de toi pour rester en fait. Et c'est aussi en identifiant les espaces où tu t'éteins. Voilà, il y a quand même quelque chose. Tous les espaces, que ce soit une amitié, une relation amoureuse, un job, une relation familiale, et peut-être que après il y aura des choix qui seront en fonction, mais en tout cas des choix ou des réajustements qui seront en fonction de manière à ne plus être dans un abandon de soi. Euh, et autre point qui est important, je trouve, c'est qu'on revient à soi quand on commence à se croire. Quand on arrête de douter de son intuition, parce que l'intuition, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup décrié à une certaine époque, et même si là, ça se réouvre et qu'on en parle, etc., que ça devient très trendy, etc., donc tant mieux. Mais il y a quand même plusieurs années, on pouvait être envoyé en hôpital psy parce qu'on avait des intuitions. Donc ça reste dans l'inconscient collectif, ça reste une mémoire traumatique collective. Donc c'est important aussi voilà, de prendre conscience que arrêter de douter de son intuition, c'est d'une puissance phénoménale. Et c'est aussi d'arrêter de demander aux autres si on est trop sensible, si on est trop ceci, trop cela. Il y a un moment, t'es juste toi, voilà, c'est juste d'assumer qui on est, et puis d'arrêter de s'analyser en permanence. C'est de se laisser vivre aussi, c'est de se foutre la paix et voilà, d'arrêter d'analyser toutes les situations, etc. C'est juste d'être là, à l'écoute de soi, dans son ressenti envers soi, et de pouvoir s'appuyer sur soi. Et quand tu commences à ne plus te quitter, au début, ça fait pas de bruit en fait. Personne ne le voit. Ou
peut-être que certaines personnes très 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 proches commencent à le voir. Mais en fait, il n'y a pas de médaille à recevoir, tu n'as clairement pas plus d'abonnés, et tu ne deviens pas une, entre guillemets, ce qui vient tout le temps là dans tout le domaine dev perso, tout ça, une meilleure version de toi en fait. Non, en fait, tu redeviens juste toi. Tu redeviens toi quand tu arrêtes de te couper de toi. Enfin, c'est juste, tu reviens à la maison. Et ça, c'est énorme. Parce que tu redeviens en fait celle qui sent, celle qui sait, celle qui se croit, même quand personne n'applaudit, même quand c'est peut-être un peu brouillon, un peu bancal, mais il y a ce truc de recommencer à se tenir compagnie, et pas juste dans les bons jours quand tout va bien, mais aussi dans les doutes, dans les tempêtes, dans les émotions qui sont fortes, dans les replis, et petit à petit, tu peux constater que tu t'installes à l'intérieur de toi. Et en fait, c'est comme dans une maison qu'on avait quittée trop longtemps. Et justement, moi, je me souviens du moment où je suis revenue dans ma propre maison intérieure. Bon, bah, c'était pas lumineux. C'était pas non plus épuré, c'était un peu le bordel. C'était un petit chantier. Donc, c'était vraiment comme une maison que j'avais laissée à l'abandon. Avec, tu vois, un peu l'image des vêtements jetés à la va-vite, des papiers qui sont pas triés, t'as des souvenirs figés un peu à droite, des tiroirs plein de trucs qu'on préfère pas trop ouvrir un peu à gauche. Et en fait, j'ai vu ça, j'ai vu tout ça, et j'ai eu le choix. Donc soit de fuir à nouveau, soit de rester avec, de m'asseoir avec tout ça. Et j'ai décidé de rester. Et c'est là que le libre arbitre prend tout son sens. Là, on a un choix, en fait. Donc, et ça demande vraiment du courage. Et je sais que c'est une émotion qui est pas facile à aller chercher, mais c'est une émotion, enfin c'est pas une émotion, mais parce que je pense souvent à ça, le cœur à l'ouvrage, mais c'est un comportement qui demande à être valorisé dans le courage d'être avec soi. Et je sais que tout le monde en est capable. Tout le monde en est capable, mais tout le monde ne sait pas en être capable. Et donc là, en fait, j'ai décidé de rester, mais pas en mode warrior. Pas en exigeant que tout soit nickel en 3 jours. Et j'ai compris que revenir, en fait, ça demandait beaucoup de temps, beaucoup de soins et beaucoup de tendresse. Et quand on revient dans cette maison intérieure, très honnêtement, moi, dans les premiers trucs qui venaient, avant de remettre toute cette tendresse et toute cette bienveillance, c'était, bon bah tu vois, t'as tout foiré, t'as tout perdu, t'as vraiment fait de la merde. Et c'est ça qui donne envie de repartir. C'est tous ces jugements qui viennent à ce moment-là. Et c'est ça, en fait, moi, le premier truc que j'ai appris à faire, et c'est ce qui m'a sauvée, c'est j'ai appris à ne plus me juger, mais à m'évaluer. Et en fait, c'est une compétence qui change tout. Parce que le jugement, il dit je suis nulle, j'ai échoué, je suis mauvaise, je suis pas à la hauteur, etc., etc. Toutes les petites croyances qu'on peut se balancer, à la face. Et l'évaluation, elle dit plus ben là j'ai été dépassée, mais je peux comprendre pourquoi et je peux choisir de faire autrement. Donc l'évaluation, elle dit, si on va plus loin, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que je peux améliorer, pas pour être parfaite, encore une fois, mais pour être plus juste avec moi. Et c'est là qu'on sort du cercle vicieux de la honte et qu'on entre dans un cercle vertueux d'apprentissage. Et en fait, ça s'applique à tout. À une dispute du style, tu peux te demander qu'est-ce que j'ai réussi à dire, où est-ce que je me suis perdue, qu'est-ce que j'aimerais vivre autrement la prochaine fois. Ça peut être aussi, mettons, tu as eu un moment de fatigue et en fait tu as hurlé. Tu peux te dire dans l'évaluation, ok j'ai craqué, mais qu'est-ce que ça m'enseigne, de quoi j'ai besoin pour que ça se répète moins. Et en fait, c'est vraiment de créer comme ça un espace intérieur qui devient ton allié. Donc c'est pas une salle d'interrogatoire, hein, mais c'est vraiment un lieu d'ancrage, d'évaluation vivante, c'est un ajustement qui est doux. Parce que revenir à soi, ben non, je te spoil, mais tu ne trouveras pas une version parfaite. Non, ce n'est pas possible. Par contre, c'est une vraie réconciliation, une vraie acceptation d'habiter pleinement celle qu'on est aujourd'hui. Et en fait, c'est juste magique. C'est vraiment magique, c'est magnifique, c'est un cadeau qu'on se fait que de se retrouver, que de se réhabiter. Et en fait, quand on est dans sa maison intérieure, bah, on est avec ses coins sombres, hein, avec ses restes de colère, avec tous les élans inachevés, tous les rêves qui sont encore en chantier. Et c'est de dire, en fait, je suis revenue, je reste, je me quitterai plus.
Donc, concrètement, ça se fait comment? Parce que on peut parler d'amour de soi, de revenir dans sa maison intérieure, mais parfois on a aussi besoin de repères, donc des petits jalons, des petites pierres pour pas se reperdre. Je t'ai fait 5 étapes, c'est pas forcément des étapes qui sont dans l'ordre, hein, c'est plus des tips, voilà, c'est plus des points d'ancrage, des gestes à revisiter. Voilà, c'est juste des petits tips comme ça pour, voilà, ça peut t'inspirer. Donc le premier, c'est vraiment dans cette idée de revenir à la présence. Donc ça va être je m'arrête, je respire. Juste ça en fait. Sans changer, il n'y a pas besoin de corriger quoi que ce soit. C'est juste s'offrir le droit de revenir là, ici et maintenant, déjà dans sa respiration. De dire ok, là je suis en train de vivre. Là je suis vivante. Juste ça, déjà. De prendre soin de sa propre présence dans la matière qui est son corps, dans le véhicule qui est son corps. Déjà de pouvoir faire un temps d'arrêt. Sinon c'est comme une voiture qui roule en permanence. Là c'est de se dire ok, je me mets à l'arrêt, je me pose dans ma voiture, je souffle, tout va bien, je suis là. Ça c'est le premier tips. Le deuxième, c'est de nommer. Moi je me suis rendu compte que dire ce que je ressentais, même quand c'était à voix basse, ça me permettait de justement sortir déjà du jugement. C'était un peu l'observation du sentiment. Là, c'est s'autoriser déjà à se dire à soi, donc de ne pas fuir en allant boire des coups, en allant courir pendant 3 heures, en bossant à fond beaucoup plus tard. Donc là, ce serait se fuir. Là, c'est s'autoriser à dire, ok, je me sens triste, là, je sens que j'ai peur, je me sens seule, je me sens désemparée, je ne sais pas quoi faire. Déjà de nommer ça, et ça peut être à voix basse, à voix haute, ou même se l'écrire, mais c'est déjà le premier, enfin une étape clé, je trouve, pour cesser déjà de se mentir à soi-même. Donc c'est déjà se poser avec soi et dire, ok, bon ben en fait je me sens comme ça, et c'est ok, je reste avec moi. Le troisième tips, c'est ce que je disais juste avant, hein, sur remplacer en fait le jugement par une évaluation. Donc au lieu de se dire j'ai encore tout foiré, c'est de se demander qu'est-ce que j'ai tenté, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que j'ai envie d'essayer autrement. Donc c'est vraiment d'observer, d'essayer de comprendre et de choisir sans se flageller à mort. Voilà, c'est vraiment de se poser et de faire juste un débrief avec soi-même. Le quatrième tip, c'est de faire un geste de soin pour soi, donc quand même un tout petit. Ça va être de prendre le temps quand on se lave par exemple, de toucher son corps, vraiment pas juste de faire un mouvement mécanique hyper rapide où on se touche à peine, on s'effleure à peine, on met du savon et hop on se rince. Vraiment quelque chose de beaucoup plus qui est presque de l'ordre de la sensualité, mais il y a vraiment quelque chose de je prends contact avec mon corps. Ça peut être ça peut être de dire non sans se justifier, ça peut être aussi de choisir de passer la soirée avec soi aussi. C'est un petit geste en fait, des petits gestes anodins mais qui montrent que je suis pas en train de passer à côté de moi. Et c'est de réouvrir sa maison intérieure, même si elle est en bordel. Donc là encore une fois, c'est pas chercher à ce que ce soit parfait, c'est juste chercher à rester. Et ça va être rallumer une petite bougie, remettre un peu d'ordre dans une pièce. Et en fait de dire à la petite moi, tu peux compter sur moi maintenant. En fait, je partirai plus sans te prévenir. Et je partirai plus tout court même. Donc voilà, 5 gestes, 5 petits actes d'amour, mais qui peuvent donner finalement une grande forme d'amour envers soi. Mais voilà, même si ça fait longtemps ou ça fait longtemps que tu t'es quitté, en fait, tu as toujours le droit de revenir parce que c'est chez toi. Parce que c'est chez toi et ouais, c'est chez toi quoi. Et vraiment, l'idée c'est pas de te culpabiliser parce que en fait, on se quitte plein de fois dans sa vie. On se quitte plein de fois, donc c'est un mouvement. C'est un mouvement. Donc là, c'est humain, c'est humain. Donc là, l'idée, c'est surtout d'apprendre à revenir plus vite, plus tendrement en soi et avec soi. Donc à chaque retour, en fait, tu vas renforcer cette idée de t'es capable de te tenir compagnie, même dans la tempête, même quand c'est le vide, même quand personne ne te voit. Et c'est ça la souveraineté. C'est pas d'être parfaite, mais c'est d'être vraiment présente. C'est pas d'être constante, mais c'est d'être fidèle à toi et chaque fois un peu plus. Donc
Donc voilà, il y a vraiment cette phrase qui me vient, c'est je ne me quitterai plus, même si je reviens 100 fois, je reviens. Ça va être des petits écarts peut-être à certains moments, mais ce sera plus, ce sera plus une rupture avec soi. Et je sais que ça fait parfois peur, ça fait terriblement peur cette idée d'être seule, de plus avoir personne sur qui s'appuyer, de devoir se tenir toute seule. Mais en fait, un jour, et c'est souvent discret, tu te rends compte que tu n'es plus seule. Pas parce que quelqu'un est arrivé dans ta vie, mais parce que tu t'es rempli de toi, parce que tu t'es tenu assez longtemps pour que quelque chose d'autre s'ancre, qu'une présence, une densité, une souveraineté. Et c'est là que tu comprends que toutes les relations autour, tous les liens qui viennent, tous les amours, toutes les amitiés, toutes les présences, ce ne sont plus des béquilles, ce sont des bonus, des cadeaux, mais pas des conditions à ta survie. Parce que tu sais que même nu, même seul, même au creux de toi, en fait, t'es là et c'est assez. Parce que t'es pas là pour t'effacer dans le lien, t'es là pour te rencontrer, te contenir, t'honorer. Et oui, les autres comptent, je suis pas en train de dire qu'ils comptent pas, mais en fait, leur présence ne définit plus ton axe. Donc tu deviens le pilier, et ce pilier qui s'écroule pas à la moindre absence, celui qui reste debout, même quand la pièce se vide. Et c'est vraiment, moi j'ai eu cette prise de conscience quand un médecin un jour m'a dit cette phrase, j'avais 14 ans, il m'a dit t'es ton propre pilier, les autres sont que de passage. Cette phrase elle m'a tellement marquée, mais j'ai compris que c'était pas une sentence, en fait que c'était une libération. Et à partir de là, ça m'a pris énormément de temps. Je me suis quittée tellement de fois voilà, ça a été de l'expérience pour comprendre cette phrase qui aujourd'hui résonne énormément et je l'ai compris dans ma chair et je l'ai compris dans mon expérience de vie. Mais c'est vraiment quand je l'ai intégré, je me suis quittée 1000 fois que j'ai cessé après, une fois après avoir compris, après avoir évalué, que j'ai cessé de courir après la complétude dans les bras de l'autre et que j'ai commencé à m'habiter vraiment. Et toi aussi tu peux, même si ça fait peur, même si ça demande du courage, encore une fois on en revient au courage, mais tu peux devenir ton propre retour et choisir chaque jour un peu plus de ne plus jamais te quitter. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a ramené quelque part, un peu plus près de toi ou même complètement à tes côtés. Et si tu sens que ça a résonné, n'hésite pas à le partager ou à le faire écouter à quelqu'un qui en aurait besoin ou simplement le laisser infuser dans ton quotidien. Si tu veux aller plus loin, je fais un atelier le mardi 27 mai, un atelier en ligne qui s'intitule Être soi, la liberté retrouvée. Donc ça va être un espace pour bouger avec du mouvement somatique, pour ressentir, pour écrire et surtout remettre de la vie là où peut-être tu t'étais quitté. Toutes les infos sont dans la description. En attendant, prends bien soin de toi et rappelle-toi que tu peux toujours revenir, même doucement, et que tu t'es jamais vraiment perdu. À très vite.